Nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2021. Il y a 150 ans, jour pour jour, la commune était proclamée à Paris. C'est ce jour qu'ont choisi les éditions Lamourier pour faire paraître le dictionnaire de la commune, rédigé par Bernard Noël. Bernard Noël, écrivain majeur de notre temps, poète, romancier, dramaturge, essayiste, a écrit ce dictionnaire pour le centenaire de la commune en 1971. Ce livre a donc 50 ans et je puis vous assurer qu'il a gardé toute son actualité. Très attaché à cette période de l'histoire, il a travaillé 2 années durant sur le sujet et lu toute la presse parue pendant les 72 jours que dura la commune. Ce livre, aux 900 entrées, deviendra vite une référence et sera réédité en 1978, en 2001 et aujourd'hui par Lamourier, car vraiment, on pense que l'on a besoin que ce livre existe pour comprendre la commune. Nous sommes ici à Coarraze, le village où sont installées les éditions Lamourier, et nous allons vous donner à entendre des éclats de ce dictionnaire. À la lettre P, proclamation de la commune. On avait dressé une estrade, pavoisée de rouge, et installé dessus une grande table, où prirent place les membres du comité central en uniforme de la garde nationale. Plus de 200 000 personnes regardaient la scène. Le comité central proclama le nom des élus au conseil de la commune, et la foule lança un cri d'enthousiasme pour les saluer. Puis, les applaudissements éclatèrent. Il y a beaucoup de descriptions de cette fête qui marqua profondément les Parisiens. Voici celle de Catulle Mendes, écrivain, adversaire de la commune. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un passant qui voit, écoute et éprouve. J'étais sur la place de l'Hôtel de Ville, à l'heure où l'on proclamait les noms des membres de la commune, et j'écris ces lignes, tout ému encore. Combien d'hommes étaient là? D'où venus? De tous les points de la cité. Les rues voisines, regorgées d'hommes armés, et les baïonnettes aiguës étincelant au soleil, faisaient ressembler la place à un champ d'éclairs. Un à un, les bataillons s'étaient rangés sur la place, en bon ordre, musique en tête. Les musiques jouaient la Marseillaise, reprise en chœur. Le tonnerre vocal secouait toutes les âmes, et la grande chanson, démodée par nos défaites, avait retrouvé un instant son antique énergie. Tout à coup, le canon. La chanson redouble, formidable. Une immense houle d'étendards, de baïonnettes et de képis va, vient, ondule, se resserre devant l'estrade. Le canon tonne toujours, mais on ne l'entend que dans les intervalles du chant. Puis tous les bruits se fondent dans une acclamation, une voix universelle de l'innombrable multitude, et tous ces hommes n'ont qu'un cœur comme ils n'ont qu'une voix. Abe Pierre-Eugène, né à Paris en 1835. Ce briquetier, élu capitaine de la garde nationale le 10 avril 1871, fut fait prisonnier par les Versaillais le 22 mai et condamné par le 3e Conseil de guerre le 22 décembre suivant à la déportation simple. Il fut ainsi l'un des 7496 communards condamnés à la déportation. S'il figure ici au lieu de tant d'autres, c'est que l'orthographe de son nom permet qu'il occupe, en tête de ce livre, la première place en manière d'hommage à tous ces hommes dont l'ordre, pendant près de 10 ans, fit des morts vivants, après avoir fait de milliers d'autres des morts. L'ordre réprima pour l'exemple. Ici, Abe est donc également un exemple. À la lettre A, amour. En revendiquant pour la femme l'égalité des droits avec l'homme, la commune s'orientait nécessairement vers une conception de l'amour où l'accent serait mis d'abord sur les notions d'association et de réciprocité. S'il n'y a pas de définition communaliste de l'amour, du moins y en a-t-il des exemples, en particulier celui d'Élisée Reclus.
refusant toute forme de contrat légal entre lui-même et sa femme, afin que leur union soit entièrement voulue. L'appui extraordinaire apporté par les femmes à la commune doit aussi être regardé comme un signe. Il témoigne de l'espoir d'un changement radical de la situation féminine où amour, liberté et vie quotidienne seraient désormais inséparables. Canon, durant le siège, les manufactures parisiennes avaient réussi à fabriquer 400 canons, dont la moitié environ avait été financée par une souscription populaire lancée par Victor Hugo, qui avait lui-même payé 2 canons avec les droits de la première édition parisienne des Châtiments. Il est assez naturel, par conséquent, que les Parisiens aient éprouvé un sentiment de propriété à l'égard de ces armes, sentiment d'autant plus vif que l'état-major les avait laissés à l'abandon, comme pour inciter l'ennemi à s'en emparer. Elles furent sauvées par les Parisiens eux-mêmes qui, sur l'ordre du comité central provisoire de la garde nationale, les mirent à l'abri les 26 et 27 février, principalement à Belleville et à Montmartre. En agissant ainsi, les Parisiens avaient la certitude non seulement de récupérer leurs biens, mais de sauver des armes qu'un gouvernement traître s'apprêtait à livrer. Ces armes devinrent dès lors un symbole. Elles étaient la preuve que la cité avait été vendue, mais non vaincue. Et elles incarnaient sa force tout en constituant sa garantie. À vrai dire, elles étaient moins dangereuses par leur capacité de feu que par la puissance dont les investissaient les Parisiens. Et Thiers ne décida de les faire enlever que pour défier Paris et le vaincre. Paris, comme prévu, se souleva pour défendre ses canons. Ce fut la journée du 18 mars. À la lettre C, le mot « club ». Les clubs se proposaient un triple but d'éducation, d'information et d'expression. Ils voulaient d'abord l'éducation du peuple par le peuple, car elle leur paraissait la condition même d'une liberté véritable. Pour cela, on proposait à la discussion des sujets allant des problèmes politiques immédiats à des généralités comme capital et travail, moyens pratiques d'organisation, les obligations et les devoirs de la commune, la femme par l'Église et par la Révolution. L'important, c'est qu'on prenait au sérieux toutes les opinions émises et qu'ainsi le maniement des idées entrait dans la vie quotidienne, qu'il devenait naturel de penser, de parler, de s'instruire. Sur le plan de l'information, les clubs tenaient leur public au courant de tout ce qui concernait la vie de l'arrondissement et de la cité, mais la plus large place était faite aux nouvelles du ravitaillement et de la guerre contre Versailles. Ainsi, les clubs remplissaient-ils leur troisième but, qui était d'exercer un contrôle sur l'État en le tenant au courant de la volonté populaire et en l'obligeant à en tenir compte. À la lettre C, collectivisme. Pour les membres de la commune, être collectiviste ou communiste, ce n'est pas vouloir tout partager, comme on les en accusera en parlant avec terreur ou dérision des partageux. C'est vouloir la collectivisation des moyens de production, condition préliminaire à toute égalité sociale. Au demeurant, il convient de souligner que, pour la plupart, les collectivistes étaient alors anti-autoritaires et que la commune ne cessa de pratiquer le plus grand respect de la propriété privée. Arthur Arnould reflète la position générale dans cette phrase de son Histoire populaire parlementaire de la commune. L'égalité sociale ne peut se produire que sous la forme collectiviste, puisque,
La conquête de l'instrument du travail par le prolétariat moderne ne peut s'opérer individuellement et n'est possible que collectivement. À la lettre D, une citation d'Eugène Varlin. « Dangereux. Quand l'arbitraire et l'iniquité auront disparu, quand la liberté et la justice régneront sur la terre, je ne serai plus révolutionnaire. Mais jusque-là, croyez bien que plus je serai exposé à supporter les coups du despotisme, plus je m'irriterai contre lui et plus je serai dangereux. » 18 mars. L'insurrection du 18 mars est née d'un plan concerté, mais par le gouvernement. Et c'est seulement l'échec de ce plan qui a fait l'insurrection. Le 17 au soir, un conseil de gouvernement se tient sous la présidence de Thiers. Il se sépare vers 2 heures du matin, juste avant que ne commencent les opérations. Il s'agit non seulement de récupérer les fameux canons, qui en sont le prétexte, mais de quadriller militairement Paris. À 3 heures du matin, selon les plans du général Vinoy, les mouvements de troupes commencent. Une division, placée sous le commandement du général Susbiel, est chargée de Montmartre. Elle se compose environ de 6000 hommes, divisés en 2 brigades, la brigade Paturel et la brigade Lecomte. Les troupes de Susbiel et de Faron atteignent Montmartre et les buttes Chaumont vers 5h30 et occupent sans problème leurs objectifs. On s'aperçoit alors qu'il n'y a pas d'attelage pour enlever les canons. On en réclame, c'est du temps et du tapage. Cependant, les quartiers se réveillent. À Montmartre, les ménagères entourent les soldats, les interrogent. Bientôt, 2 tambours battent. Des gardes nationaux accourent, de plus en plus nombreux. À 8 heures, il y a foule. Quand, vers 15 heures, arrive l'ordre du comité central de converger vers l'hôtel de ville, l'opération est déjà grandement réalisée sur la rive gauche et nettement en cours dans les quartiers de l'autre rive. Mais à présent, elle va commencer à se coordonner. Cependant, le peuple de Paris assiste à tout cela comme à une fête. Il applaudit les gardes nationaux. Il apporte du vin et de la nourriture aux soldats qui fraternisent avec la garde et avec la foule. En fait, il y a tant de monde partout que les bataillons ont du mal à progresser, bien qu'ils ne rencontrent pas la moindre résistance. Vers 20 heures, Varlin, qui a fait sa jonction avec Arnould et Bergeret, occupe l'état-major de la garde nationale, place Vendôme. À la même heure, l'hôtel de ville est cerné par les hommes de Brunel, de Eudes, de Ranvier, tandis que ceux de Duval se préparent à attaquer la préfecture de police, située alors près de la place Dauphine. Quand Duval donne l'ordre d'enfoncer la porte, elle s'ouvre d'elle-même. Et le concierge déclare qu'il n'y a plus personne. Duval, alors, se dirige vers l'hôtel de ville qui, à 23 heures, est complètement investi. Toutes les rues voisines étant occupées par des gardes nationaux qui élèvent des barricades ou forment des postes de défense. Enfin, Brunel donne l'ordre à sa colonne de pénétrer sur la place. L'hôtel de ville est sombre. Jules Ferry l'a quitté à 21h15. Il n'y a plus personne. Les fédérés y pénètrent. La façade s'éclaire. Le drapeau rouge monte. Un à un, les membres du comité central arrivent. À minuit, ils sont une vingtaine dans la salle des conférences. À la même heure, tous les bâtiments publics sont occupés, sauf l'hôtel des Postes et la Banque de France. À la lettre E, enseignement. Tous les socialistes français, de Saint-Simon à Blanqui, furent persuadés que l'instruction obligatoire bouleverserait la société, qu'elle serait la véritable révolution. Blanqui disait « L'instruction, c'est le pain aussi bien que la liberté ». Et il soulignait que l'instruction seule pouvait former des citoyens responsables. La Commune, préoccupée avant tout de servir le peuple, ne s'occupa pratiquement que de l'enseignement primaire. L'enseignement intégral devait assurer une double formation, intellectuelle et professionnelle. Il faut, écrivait Henri Bélanger,
que dès son jeune âge, l'enfant passe alternativement de l'école à l'atelier, afin qu'il puisse, de bonne heure, gagner sa vie en même temps qu'il développera son esprit par l'étude et la pensée. Le but de cet enseignement est de réaliser l'égalité sociale en formant des ouvriers intellectuels qui se délasseront de leur travail de producteurs en cultivant les arts, les lettres et les sciences. Quant à sa base, c'est exclusivement la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part toujours de l'observation des faits, quelle qu'en soit la nature, physique, moraux, intellectuels. Le journal officiel du 12 mai publie un texte signé Amouroux, Arnoux, Clémence Gérardin le Français, qui résume les principes de l'école nouvelle et leur application. La somme des connaissances humaines est un fonds commun dans lequel chaque génération a le droit de puiser, sous la seule réserve d'accroître le capital scientifique accumulé par les âges précédents au bénéfice des générations à venir. L'instruction est donc le droit absolu pour l'enfant et sa répartition un devoir impérieux pour la famille ou, à défaut, pour la société. Seule l'instruction rend l'enfant, devenu homme, réellement responsable de ses actes envers ses semblables. Comment en effet exiger l'observation des lois si les citoyens n'en peuvent pas même lire le texte? Mue par ces principes indiscutables, la Commune de Paris organisera l'enseignement public sur les bases les plus larges possibles. Mais elle a dû d'abord veiller à ce que désormais la conscience de l'enfant fût respectée et rejeter de son enseignement tout ce qui pourrait y porter atteinte. L'école est un terrain neutre sur lequel tous ceux qui aspirent à la science se doivent rencontrer et se donner la main. C'est surtout dans l'école qu'il est urgent d'apprendre à l'enfant que toute conception philosophique doit subir l'examen de la raison et de la science. La Commune ne prétend froisser aucune foi religieuse, mais elle a pour devoir strict de veiller à ce que l'enfant ne puisse pas, à son tour, être violenté par des affirmations que son ignorance ne lui permet point de contrôler ni d'accepter librement. Apprendre à l'enfant à aimer et à respecter ses semblables, lui inspirer l'amour de la justice, lui enseigner également qu'il doit s'instruire en vue de l'intérêt de tous, tels sont les principes de morale sur lesquels reposera désormais l'éducation publique communale. Née Victorine Louvet, Madame Eudes avait été l'élève puis l'assistante de Louise Michel. Elle avait connu Eudes quand il était étudiant en pharmacie. Édith Thomas, dans Les Pétroleuses, trace d'elle ce portrait. Courageuse, certes, et joignant le courage civil au courage militaire. Ce n'est pas tout à fait le même. Victorine Louvet l'avait montré lors de l'arrestation de son mari, au moment du coup de main de la Villette, en août 1870. Le juge d'instruction savait qu'Eudes cachait Blanqui. Il insista auprès de Victorine Louvet pour qu'elle dénonçât la cachette du révolutionnaire. Mais aucune menace, on ne parlait pas de torture, il est vrai, à cette époque, ne put la faire sortir de son silence. Naturellement, les Maximes du camp et autres ont déversé sur cette femme des torrents de boue, d'injures et de calomnies. Ducamp la juge vulgaire, prétentieuse, grossière. Il s'indigne de la voir faire des armes avec Raoul Rigaud, le jeune procureur de la commune. Je m'imagine qu'elle était désespérée d'être femme, ou que du moins, elle eût voulu être femme à barbe. Tel est le ton. Louise Michel signale qu'au fort d'ici, Madame Eudes, elle aussi, ne tire pas mal, et le correspondant du Times voit en elle une autre Jeanne Hachette. Pour fuir les Versaillais,
Elle se teignit les cheveux, se déguisa en paysanne. En exil, elle fit du crochet pour augmenter un peu les ressources du ménage. Elle soutint toujours son mari dans son action politique, tout en s'occupant de leurs 4 enfants. Article fait. Dans son livre « La proclamation de la Commune », paru chez Gallimard à Paris en 1965, Henri Lefebvre a pour la première fois souligné et analysé le caractère de grande fête populaire de la Commune. Il écrit « La Commune de Paris, ce fut d'abord une immense, une grandiose fête. Une fête que le peuple de Paris, essence et symbole du peuple français et du peuple en général, s'offrit à lui-même et offrit au monde. Fête du printemps dans la cité, fête des déshérités et des prolétaires, fête révolutionnaire et fête de la révolution, fête totale, la plus grande des temps modernes. Le peuple se complaît dans sa propre fête et la change en spectacle. Il lui arrive de s'abuser et de se tromper, car le spectacle qu'il se donne à lui-même le détourne de lui-même. Alors, comme en toute fête véritable, s'annonce et s'avance le drame à l'état pur. La fête populaire change apparemment de caractère. En vérité, elle continue. Elle s'enfonce dans la douleur. Nous savons que la tragédie et le drame sont des fêtes sanglantes, au cours desquelles s'accomplissent l'échec, le sacrifice et la mort du héros surhumain qui a défié le destin. Le malheur s'y change en grandeur et l'échec laisse une leçon de force et d'espoir dans le cœur purifié de ces lâches craintes. Ceux qui ont combattu au cri de « la liberté ou la mort » préfèrent la mort à la capitulation et à la certitude de l'asservissement. Ils se battent encore, désespérément, follement, avec un courage sans borne. Puis, ils allument de leurs propres mains le bûcher sur lequel ils veulent se consumer et disparaître. La tragédie se termine dans un embrasement et un désastre digne d'elle. Poursuivant jusqu'au bout et menant à ses dernières conséquences le défi titanique, le peuple de Paris envisage la fin de Paris et veut mourir avec ce qui est pour lui plus qu'un décor et plus qu'un cadre, sa ville, son corps. Idéologie. La tentation, surtout dans un dictionnaire, serait de ramener toute la pensée de la commune à une définition. C'est un vieux complexe. On veut posséder, on veut savoir. Toute notre tradition culturelle est une tradition de propriétaire. Il s'agit de s'approprier et vite l'essentiel. La commune est révolutionnaire en ce sens qu'il n'y a pas moyen de la réduire à ce point. On peut énoncer les courants qui la composent. Le jacobinisme, hérité de 1793, le blanquisme, le proudhonisme, un peu d'anarchisme et de marxisme. On peut aussi définir le communalisme. Mais la commune engendre un sens qu'elle ne contient pas tout entier. Un sens qui la dépasse, mais qui n'existerait pas sans elle. Tout vient peut-être de ce que la commune est plus durable qu'elle n'a duré. De sorte que sa lumière voyage encore. Les options par rapport à la commune l'ont en effet infiniment prolongée. Relire Marx ou Lénine, c'est refaire la commune, relancer son élan le plus fécond, puisqu'elle représente, dans l'œuvre de ces deux hommes, le modèle de l'État révolutionnaire. Aussi, l'idéologie de la commune, l'idéologie pour nous, est-elle autant dans son après que dans l'événement lui-même. Paradoxalement, et sur un tout autre plan,
la répression terrible de la Commune, voulue par la bourgeoisie, devait s'inscrire dans l'histoire de cette même bourgeoisie comme un traumatisme dont elle ne s'est jamais guérie. En somme, la Commune excède. À la lettre R, ravissement. Extrait d'une lettre de Gustave Courbet à ses parents, le 30 avril 1871. Paris est un vrai paradis. Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune façon, point de dispute. Paris va tout seul comme sur des roulettes. Il faudrait pouvoir rester toujours comme cela. En un mot, c'est un vrai ravissement. À la lettre R, Rétif Élisabeth, née à Vézelise dans la Meurthe vers 1833. Cartonnière, le siège l'avait réduite au chômage et elle avait vécu de la livre de pain et des 60 centimes que la ville de Paris allouait aux indigents. Elle habitait le quartier du Temple et y était appréciée, déclara le commissaire de police, pour sa douceur, sa probité et ses bons rapports avec tout le monde. Début mai, elle suivit le 135e bataillon comme cantinière, mais se transforma bientôt en infirmière parce que soigner les blessés lui paraissait plus utile. Un témoin affirma que, durant la semaine sanglante, elle s'occupait de la nourriture, de porter de la boisson aux barricades et de ramasser les blessés. Mais le 4e conseil de guerre qu'il a jugé voulait qu'elle soit le type même de la pétroleuse. Il la condamna donc à mort le 4 septembre 1871, bien que rien n'ait confirmé l'accusation. Finalement, grâce en particulier à l'intervention de Hugo, la peine fut commuée en travaux forcés et elle fut envoyée à la Guyane, en même temps que les autres pétroleuses, Joséphine Marché, Léonie Suétens. À la lettre R, Rimbaud Arthur, Charleville, Ardennes, 1854, Marseille, Hôpital de la Charité, 1891. Rimbaud vécut à Paris du 25 février au 10 mars 1871. Qu'il y soit revenu pendant la Commune est une légende, et il suffit de lire sa correspondance pour s'en convaincre. Néanmoins, il est communard, non seulement d'opinion, mais d'être, car il partage aussi bien la révolte que l'idée. Avant de partir pour Paris, il a lu Babeuf et Proudhon. À Paris, il a vécu en clochard, se mêlant au peuple, écoutant grandir sa rancune, lisant les journaux que Vinoy supprimera le 11 mars. À Charleville, quand il y rentre, il écrit un projet de constitution communiste, alors que la Commune est maîtresse de Paris. Il y a là une conjonction d'où naissent quelques-uns des plus beaux poèmes, du chant de guerre parisien au bateau ivre. L'élan de la révolte personnelle s'y mêle à l'élan de la révolte collective, et c'est ainsi que Rimbaud ouvre la poésie moderne, où le poète est à la fois le seul et l'innombrable, car il ne dit pas « je » pour parler de soi, mais pour refléter l'universelle révolte de tous ceux qui sont à la recherche de la vraie vie. Que la Commune ait été le point de départ de ce chant nouveau n'est sans doute pas un hasard. 3 poèmes sont en tout cas directement communards. Chant de guerre parisien, où Rimbaud se moque des entreprises versaillaises, L'orgie parisienne où Paris se repeuple, et Les mains de Jeanne-Marie. Du second, il faut au moins citer ces vers. Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris, quand tu reçus tant de coups de couteau, quand tu gis retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fleuve renouveau, ô cité douloureuse,
ô cité quasi morte, la tête et les deux seins jetés vers l'avenir, ouvrant sur ta pâleur ces milliards de portes, cité que le passé sombre pourrait bénir. Quoique ce soit affreux de te revoir couverte ainsi, quoiqu'on n'ait fait jamais d'une cité ulcère plus puant à la nature verte, le poète te dit « Splendide est ta beauté ». Le poète prendra les sanglots des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits, et ses rayons d'amour flagelleront les femmes, ses strophes bondiront « Voilà, voilà, bandit !» Société, tout est rétabli. Les orgies pleurent leur ancien râle aux anciens lupanards, et les gaz en délire aux murailles rougies flambent sinistrement vers les azurs blafards. À la lettre V, Villiers de Lille, Adam, Philippe Auguste, Mathias, 1838-1889. Cet écrivain, qui rêva si fort un autre monde qu'à la fin celui-ci aurait dû changer, savait mieux qu'aucun autre qu'il y a identité entre l'imagination et la révolution, car chacune vous met au front la même aigrette de liberté. Lui, par ailleurs si royal, sentit que la Commune avait fait descendre son rêve dans la rue, et il le dit tout simplement dans son tableau de Paris. On entre, on sort, on circule, on s'attroupe. Le rire du gamin de Paris interrompt les discussions politiques. Approchez-vous des groupes. Écoutez. Tout un peuple s'entretient de choses graves. Pour la première fois, on entend les ouvriers échanger leurs appréciations sur des problèmes qu'avaient abordés jusqu'ici les seuls philosophes. De surveillants, nulle trace. Aucun agent de police n'obstrue la rue et ne gêne les passants. La sécurité est parfaite. Autrefois, quand ce même peuple sortait aviné de ses balles de barrière, le bourgeois s'écartait, disant tout bas « Si ces gens-là étaient libres, que deviendrions-nous? Que deviendraient-ils? Ils sont libres et ne dansent plus. Ils sont libres et ils travaillent. Ils sont libres et ils combattent. » Quand un homme de bonne foi passe auprès d'eux aujourd'hui, il comprend qu'un nouveau siècle vient d'éclore, et le plus sceptique reste un rêveur. À la lettre V, on trouve l'expression « vite fait ». C'est une citation extraite du livre « Paris intime en révolution » de Paul Ginesty, qui raconte l'histoire de Henriette Tout-le-Monde. Elle dit avec calme « Monsieur l'officier qui tutoyait les femmes, est-ce que vous croyez vraiment me faire peur ?» Le petit lieutenant eut un geste de colère. « Enlevez-la !» fit-il d'une voix mauvaise. « Que ce soit vite fait, qu'on ne l'entende plus !» Ce fut vite fait, comme il l'avait ordonné. On la poussa au pied de la barricade. Impassible, elle cria « Vive la Commune !» devant les fusils s'abaissant. Et elle tomba, foudroyée. Pour elle, les soldats avaient eu la coquetterie de viser et il n'y avait pas eu de balles perdues. À la lettre Y, les yeux. Un à un, les fédérés, quelques-uns blessés, franchissaient le côté libre de la barricade, jetant en passant, dans un geste las et découragé, leurs armes inutiles. Sous la conduite d'un gradé, ils étaient dirigés vers le café où on les rassemblait. À peine les derniers prisonniers étaient-ils réunis à l'intérieur de la grande salle que le massacre
commencer. Suivant l'exemple de leur chef, s'exerçant au tir au revolver sur les malheureux désarmés, les chasseurs entrèrent en masse au café et commencèrent à faire feu dans le tas. Terrorisés, nous ne pouvions détacher nos regards de ce spectacle affreux, inimaginable. Les corps sanglants, défigurés, tordus dans les spasmes d'une atroce agonie. Les yeux surtout, les yeux grands ouverts, vous regardant, comme figés, sans rien voir. À la lettre Z, le mot zone conclut ce dictionnaire. Il y a dans chaque peuple de grandes zones d'ombre et de sang, mais c'est toujours du côté où poindra le soleil de l'avenir.